Bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce vendredi 1er avril avec une page économie. La troisième banque de République démocratique du Congo en difficulté. La Banque internationale pour l'Afrique au Congo a annoncé hier à Kinshasa qu'elle faisait face à une brutale crise de liquidité. Conséquence, la BIAC limite les retraits bancaires à ses guichets de manière temporaire et à $500 par jour, comme expliqué hier par sa nouvelle directrice générale par intérim, Anne Mbugougé. Les difficultés que rencontre cette grande banque du pays reflètent la situation économique délicate de la République démocratique du Congo en ce moment, en cause principalement la chute des cours des matières premières. Difficile par conséquent pour le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faciliter l'accès bancaire à la population congolaise. Aujourd'hui, ce sont seulement moins de 5% de la population qui possède en effet un compte bancaire. Dans sa déclaration hier, Mme Mbugougé a tenu à préciser que non, la BIAC n'était pas en faillite et qu'il ne s'agirait que d'une crise passagère. Les finances, sujet sensible également en Tanzanie. Mardi, les États-Unis ont annoncé la suspension d'une aide de 472 800 000 $ à la Tanzanie, soit environ 422 millions d'euros. La raison est politique. Avec les récentes élections dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar qui sont toujours très controversées. Conséquence, la Millennium Challenge Corporation, un organisme gouvernemental américain qui aide les pays en voie de développement qui respectent les standards de démocratie et de protection des droits fondamentaux, elle a voté une suspension de cette aide à la Tanzanie. L'annonce a été faite dans un communiqué par l'ambassadeur américain en Tanzanie, Mark Childress. Complément d'information avec ce professeur d'économie en Tanzanie ainsi que des habitants de Dar el-Salam. Le budget de la Tanzanie n'est pas autonome. Ses propres ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir toutes les dépenses. Donc la plupart du temps, on a besoin de financement externe, que ce soit des prêts ou des subventions. Le trésor public tanzanien arrive en moyenne à collecter 1 billion et quelques par mois. Donc c'est comme dire que la Millennium Challenge Corporation retient l'intégralité des revenus pour un mois du pays. Le gouvernement a déjà commencé à préparer son propre budget. Ça veut dire que si ce montant faisait partie du budget du gouvernement, alors ils vont devoir chercher ailleurs cette somme qui est équivalente à un mois de revenu national collecté par le trésor public. Par conséquent, il est possible que si on ne couvre pas ce décalage, certaines des activités économiques que nous avions prévues vont être affectées. Par exemple, l'approvisionnement en électricité dans les zones rurales. Ça va nous affecter, ça causera beaucoup de problèmes, mais on ne peut pas le voir tout de suite. Dans 1 an ou 2 ans, on verra à quel point cette décision du Millennium Challenge Corporation aura affecté le pays. Cette nouvelle nous a beaucoup choqués. Et je crois que ça va beaucoup affecter notre économie. Mais de toute manière, on s'attendait à ce que notre économie soit confrontée. Et c'est enfin arrivé. Il faut comprendre que la plupart de ces subventions nous ont été accordées avec des conditions difficiles. Et notre gouvernement ne le respectait pas. Donc la Millennium Challenge Corporation se retire. C'est une leçon pour dire que le temps est venu d'arrêter de dépendre de donateurs et commencer à dépendre de nos propres sources pour notre développement. Situation difficile pour le chef du gouvernement d'Union nationale de la Libye. Fayez al-Sarraj, dont le gouvernement a été parrainé par l'Organisation des Nations Unies, est arrivé mercredi à Tripoli, et ce malgré les déclarations très hostiles à son encontre de la part de la coalition des milices qui contrôle actuellement la capitale. Quelques heures seulement après son arrivée, ces autorités dites non reconnues par la communauté internationale ont sommé Fayez al-Sarraj de quitter la capitale Tripoli. Dans une allocution télévisée, le dirigeant de ce gouvernement non reconnu a dénoncé comme illégal le gouvernement de M. Sarraj, ajoutant que si lui et les membres du Conseil présidentiel ne repartaient pas, il devrait, je cite, en assumer les conséquences légales. La déclaration du chef du gouvernement libyen d'Union nationale peu après son arrivée à Tripoli. Nous avons quitté hier soir le port de Sfax à bord d'un bateau appartenant à la marine libyenne. Les membres du gouvernement d'Union nationale sont arrivés sains et saufs à Tripoli, pacifiquement et sans verser une seule goutte de sang. Le gouvernement respectera les articles de l'accord politique conclu entre tous les Libyens.
Nous vous annonçons que le gouvernement libyen d'union nationale commence son travail depuis la capitale Tripoli. Nous annonçons également le début d'une nouvelle phase de dialogue entre toutes les composantes du peuple libyen sur la base de l'accord conclu entre les Libyens qui comporte des garanties pour toutes les parties afin de respecter les buts de la révolution du 17 février. Archéologie dans l'Égypte voisine. Y a-t-il ou non une sépulture de la reine Néfertiti dans le tombeau de Toutankhamon? C'est pour répondre à cette mystérieuse question que les scientifiques poursuivent des analyses sur la tombe du 11e pharaon de la 18e dynastie d'Égypte. Pour le ministre égyptien des Antiquités, pas de précipitation. Il faut attendre les résultats de ces expertises avant de savoir si une sépulture de la grande épouse royale d'Akhenaton, le père de Toutankhamon, est bien présente sur ce site. Écoutez. En tant que scientifique, je dois rester prudent avant d'annoncer des résultats. On a trouvé ou on n'a pas trouvé. J'espère qu'on va trouver quelque chose, mais il n'y a pas de certitude pour le moment. Il y aurait éventuellement une cavité d'après le dernier scan. Il y a déjà le scan de ce soir qui va indiquer s'il y a vraiment une épaisseur de l'éventuelle paroi nord qui précéderait une cavité derrière. Après, il y aura notre scan vertical qui peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur qui va nous indiquer s'il y a une cavité ou non. Avec le croisement de tous ces résultats, si ça donne un résultat favorable, là on va faire un trou d'une pouce de diamètre pour arriver jusqu'à la cavité. 22 morts au moins, c'est le dernier bilan de l'effondrement d'un pont en Inde hier. L'incident s'est déroulé dans un quartier très peuplé de Calcutta, faisant également 92 blessés. Hier soir encore, des centaines de secouristes et de soldats de l'armée indienne, aidés par de nombreux civils, tentaient d'extraire des dizaines d'autres personnes toujours prisonnières des décombres de cet autopont. Cette voie urbaine surélevée s'est effondrée sur une centaine de mètres en pleine heure du déjeuner. Piétons, voitures et autres véhicules ont été écrasés sous un amoncellement, vous le voyez, de poutres métalliques ou encore de dalles de béton. La police a annoncé avoir placé sous scellé les bureaux de IVECL, l'entreprise qui est responsable de la construction de cet autopont. La firme est pour le moment accusée d'homicide involontaire. La construction de cet édifice de 2 km de long a commencé en 2009 et elle devait durer 18 mois, mais le chantier a subi de nombreux retards et c'est seulement 55% de l'ouvrage qui était achevé 7 ans plus tard. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'une habitante voisine du lieu du drame. J'ai une amie dont la mère et le père sont morts. Ils allaient quelque part à l'hôpital. Ils étaient assis dans un rickshaw et ils sont morts. Beaucoup de personnes ont été blessées. Elles traversaient la rue. Elles allaient au bureau et alors qu'elles traversaient la rue, l'autopont s'est effondré. Dans notre immeuble, une femme s'est rendue malade tellement elle avait peur. Elle a été admise à l'hôpital à cause de ça. En aussi peu de temps, comment peut-on déménager? On a vécu ici pendant les 25 dernières années et l'autopont est en construction depuis 10 ans. Les travaux ont commencé en 2009, ils continuent. Et maintenant, on ne sait pas quand il va être fini. Il n'y a pas qu'en Afrique que les crémations symboliques d'ivoire ont cours. L'Italie, elle aussi, a décidé de détruire près d'1 tonne d'ivoire issu de différentes saisies. Hier, jeudi, c'est dans l'enceinte du Circo Massimo à Rome que s'est tenue cette cérémonie qui a pour but de sensibiliser l'opinion et de marquer la lutte du pays contre le trafic d'ivoire, un trafic en pleine recrudescence au niveau mondial. Écoutez. Je crois que c'est un devoir moral de l'Europe, qui par ailleurs commercialise un tiers de l'ivoire mondial, de prendre une décision forte contre le massacre de ces animaux. Aujourd'hui, nous faisons un geste symbolique en détruisant l'ivoire issu de saisie. Mais nous le ferons d'une manière encore plus efficace en appliquant la directive européenne en la matière. Aujourd'hui, la majeure partie des profits tirés du commerce de l'ivoire finissent dans les poches des trafiquants d'armes et ils servent à financer les guerres dans cette partie du monde qu'est l'Afrique.
Retour sur le continent africain pour terminer ce journal. Pour les réfugiés africains du Kenya, Rio est un rêve olympique. Thomas Bach, le président du Comité international olympique, l'a annoncé en janvier dernier. Oui, il y aura bien une équipe de réfugiés aux prochains Jeux olympiques. Le but, envoyer un message d'espoir à tous les réfugiés du monde. Eh bien, au Kenya, à une quarantaine de kilomètres de Nairobi, certains de ces réfugiés s'entraînent désormais dans ce but ultime aux côtés d'athlètes kenyans. Objectif, évidemment, participer aux JO brésiliens qui auront lieu du 5 au 21 août prochain. Repérée il y a 6 mois lors de courses organisées dans un camp de réfugiés au Kenya où elle est arrivée après avoir fui la guerre civile au Soudan du Sud. Aujourd'hui, elle s'entraîne dur dans l'espoir d'être sélectionnée dans l'équipe de réfugiés qui ira à Rio. Je serais très fière d'être là-bas et d'être reconnue comme sud-soudanaise parce que je crois que la plupart des champions sud-soudanais n'ont jamais été au JO. Mais peut-être que cette année, au moins un d'entre eux pourra représenter le pays. Ils sont une quarantaine de prétendants pour seulement 5 à 10 places dans l'équipe. Et la transition entre les camps de réfugiés et la piste d'athlétisme n'est pas facile. Plusieurs ont déjà abandonné, leur corps n'a pas résisté à l'intensité des entraînements. Une école a été réquisitionnée dans le sud du pays pour ces sportifs pas comme les autres et c'est l'ancien entraîneur de l'équipe olympique kenyane qui est en charge de leur préparation. Ils sont arrivés à l'état brut, nous les avons perfectionnés et maintenant vous voyez, ils courent comme les autres athlètes qui s'entraînent ici. La seule différence, c'est que les autres sont l'élite et eux, ici, marchent dans leurs pas. John Azra est particulièrement satisfait des performances de Mohamed Aboubakar aux 5000 mètres. Ce réfugié somalien est arrivé au Kenya à l'âge de 5 ans et a passé les 20 dernières années dans des camps. Ses coéquipiers le surnomment Mo Farah en raison de sa ressemblance avec le champion britannique d'origine somalienne. Mo est somalien. Je suis somalien et je serais très heureux d'être comme lui dans les années à venir. Et si possible, dès Rio. Si son rêve se réalise, s'il parvient à grimper sur un podium à Rio, c'est sous le drapeau olympique et non celui de la Somalie que Mohamed se verrait remettre sa médaille. Mais pour l'instant, le Brésil est encore loin. Lui et Angelina sauront en juin s'ils feront ou non partie de l'équipe olympique de réfugiés. C'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 1er avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end sur Vox Africa.